bonsoir à toutes et à tous. Donc effectivement ce soir je vais intervenir dans mon domaine de spécialité qui est le dessin et qui est le domaine de spécialité de la galerie de Bézère et qui est une spécialité assez ancienne puisque c'est une galerie qui a été créée par notre grand-père dans les années 30 à partir d'une déconvenue en fait. Donc c'est comment transformer comment ressortir d'un échec en saisissant l'opportunité, puisque mon arrière-grand-père était industriel dans le Nord et collectionneur de dessins, amateur de dessin. Après avoir fait malheureusement pour lui faillite en 1933, il a dû se dessaisir petit à petit de ses collections et il a demandé à son fils, ils habitaient à Lille, donc il a demandé à son fils, Patrick, mon grand-père, de faire des allers-retours entre Lille et Paris pour céder les dessins de la collection et ramener de l'argent, parce qu'ils avaient besoin d'argent. Et petit à petit, mon grand-père a pris goût à ces allers-retours entre Lille et Paris. Il s'est intéressé au dessin. Il a essayé de défendre au mieux les intérêts de son père, de sa famille. Et petit à petit, d'autres personnes qui avaient des dessins et qui avaient aussi besoin de les vendre lui ont confié ces dessins-là. Et puis au bout de 3 ans, il s'est installé à Paris comme marchand de dessin. Et puis il est resté marchand de dessin jusqu'à son décès. Ensuite, ma grand-mère a pris la suite et mon père a pris la suite. Et maintenant, j'ai repris la suite avec 3 de mes frères. Donc on est 4 frères à travailler avec moi. Donc voilà, on a la chance d'être dans un domaine qui nous est familier et qui est plus vaste que la plupart du temps ce que les gens appréhendent quand on leur parle de dessin. La plupart du temps, quand on demande de manière générale quelle est la définition d'un dessin, on va avoir une assimilation aux œuvres qui sont, ou au crayon ou à la plume, mais qui sont des œuvres souvent assez esquissées. Le dessin est un domaine qui est en fait plus vaste et qui, si on doit lui donner une définition un petit peu, c'est difficile à définir, mais si on doit lui donner une définition un petit peu technique, on pourrait définir ça comme étant, il faut que ce soit une œuvre exécutée par un artiste directement sur un support papier. Donc il y a 2 éléments qui sont primordiaux. Il faut d'abord que ce soit un original effectué par une personne directement. Et la seconde condition, il faut que ce soit sur du papier. Alors ces 2 conditions, elles permettent d'englober dans ce qu'on appelle un dessin, à la fois tout ce qui est crayon, tout ce qui est plume, mais aussi les pastels, les aquarelles, les gouaches, et même les huiles sur papier, puisqu'il y a à partir d'une certaine époque toute une école qui a développé des études à l'huile sur papier. Toutes ces techniques différentes du dessin rentrent dans ce qu'on appelle la catégorie des dessins. Donc, la conférence d'aujourd'hui que je voulais faire, c'était essayer d'englober, de montrer dans un schéma général quelles sont les différentes techniques qui servent à définir le dessin. Alors, si on s'intéresse au dessin, il y avait les 2 conditions. Il faut que ce soit un original, il faut vraiment que l'artiste ait travaillé directement sur le support. Et la seconde condition, c'est le support lui-même, qui doit être le papier. Alors, le papier, donc là j'ai un petit historique, hein, qui est fait principalement à partir de chiffons et de bois, se développe en Europe à partir du XIIIe siècle en Italie, et puis ensuite remonte vers la France. Ce
Ce qui est très important avec le papier, c'est qu'il va changer avec le temps. Et donc en se transformant avec le temps, en transformant la fabrication du papier avec le temps, on va transformer le support lui-même. Donc ensuite, quand nous, aujourd'hui, on doit être amené à analyser, à expertiser un dessin, on va bien évidemment s'intéresser au support, au papier, parce qu'il va pouvoir nous donner quelques clés pour authentifier l'œuvre. Donc, chaque période a produit du papier selon une technique qui s'est, on va dire, améliorée. Oui et non, c'est-à-dire qu'une technique qui a permis d'en produire plus, mais on s'est rendu compte que la qualité du papier ne s'est pas forcément améliorée, elle a même plutôt pris un chemin descendant à partir de la fin du XVIIIe siècle. Donc les papiers qui étaient faits au XVIe, XVIIe et début du XVIIIe siècle, on en faisait moins, mais ils étaient plutôt de meilleure qualité que ceux qu'on a fabriqués après. Quand on fabriquait les papiers, jusqu'au XVIIIe siècle, donc de manière artisanale, ce qui est très important aujourd'hui, c'est que chaque fabricant laissait sur le papier qu'il fabriquait une marque. Alors cette marque, on appelle ça un filigrane. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme-là. Le filigrane du papier, c'est sa marque. Et le filigrane était obtenu grâce au tamis avec lequel le fabricant sortait la pâte pour la faire sécher. Et la pâte, quand elle sèche, il sortait la pâte sur des tamis qui étaient confectionnés avec toute une série de fils de laiton sur des traverses. Et quand il sortait la pâte, ensuite elle allait sécher sur ce tamis. Et avec la gravité et le poids de l'eau, le séchage marque le papier du tamis sur lequel il repose. Et cette marque, c'est le filigrane. Alors là, vous avez il y a un exemple de filigrane. Donc ça, c'est un filigrane d'un papier du XVIe siècle. Alors de manière générale, ce qui se passe, c'est que vous avez sur un filigrane, vous avez souvent trois éléments. Et un premier élément, c'est les grandes lignes verticales. Les grandes lignes verticales, on appelle ça les contusos. Les contusos, c'est les tasseaux sur lesquels le tamis est fabriqué. Ensuite, vous avez toutes les vergures, qui sont les centaines de traces horizontales, qui sont les fils de laiton, de cuivre sur lesquels la pâte séchait. Et puis parfois, pas systématiquement, mais parfois, il y a au milieu de la feuille, ou sur le bord, une marque. Donc là, une marque assez difficilement, on dirait un R avec comme un chapeau dessus. Une marque que le papetier, que le fabricant, insérait dans son tamis, et donc chaque papier qui sortait de son tamis portait cette marque. Alors si on fait un petit peu un historique du papier, du XVIe au XVIIIe siècle, on se rend compte que petit à petit, comme la fabrication va devenir de plus en plus industrielle, dans le sens où on va s'organiser pour faire de plus en plus de papier de plus en plus rapidement, les tamis vont être de plus en plus grands et réguliers. Donc les contusos vont avoir tendance à être vraiment complètement parallèles, et les vergures aussi. Donc là, quand on voit qu'il y a des différences d'espacement entre les contusos et que les vergures ne sont pas complètement parallèles, on sait qu'on a affaire à un papier qui est au maximum du XVIIe siècle, mais plutôt du XVIe siècle. Et nous, aujourd'hui, à chaque fois qu'on nous apporte un dessin pour l'expertiser, une des choses, mais que vous avez peut-être vu des gens faire à Drouot ou dans des boutiques, c'est que quand ils regardent un dessin et qu'ils veulent un petit peu l'analyser, ils soulèvent la feuille pour regarder le papier en transparence. Alors c'est pas juste, c'est pas un geste qu'on fait juste pour faire semblant de s'intéresser à l'œuvre, c'est un geste qu'on fait parce qu'elle a vraiment du sens, dans le sens où elle nous permet de dater le papier. Alors, si on date le papier, ça nous permet de valider dans un sens
une expertise, mais pas à 100%. Aujourd'hui, si vous achetez certains livres imprimés du XVIe siècle, vous aurez en début de livre des pages vierges que vous pouvez découper. Donc vous avez un papier du XVIe vierge sur lequel vous pouvez dessiner. Donc si vous l'apportez pour le faire expertiser, vous aurez effectivement un papier du XVIe, mais le dessin ne fonctionnera pas. Par contre, dans l'autre sens, on sait que si le papier est du XVIIIe, le dessin ne peut pas être du XVIe siècle. Il y a un sens qui permet d'éliminer une partie des hypothèses que l'on peut avoir quand on a un dessin expertisé, mais il y a bien évidemment dans le problème des faux ou de copies, il suffit, on va dire, presque de prendre un papier ancien pour retomber dans les bonnes dates de la production qu'aurait dû avoir le dessin. Alors je crois que j'ai un autre. À la fin, j'ai un autre filigrane. Voilà, donc là vous avez deux filigranes qui sont reproduits. En haut, c'est un filigrane italien vers 1600. C'est un agneau dans un cercle, donc qui est presque tout le temps sur des papiers italiens. Et en bas, vous avez un filigrane d'un grand papetier anglais qui s'appelle Whatman, de 1794, et où on voit que les pontusos sont extrêmement réguliers. Si on compare les deux, on voit qu'il y en a un qui a bénéficié de plusieurs centaines d'années de fabrication pour aboutir à un papier plus régulier. Le seul problème qui est arrivé ensuite au XIXe siècle, c'est qu'on a commencé à faire des papiers avec des produits chimiques, et les produits chimiques font que le papier se détériore finalement beaucoup plus vite que les vieux papiers anciens, quand ils sont conservés dans de bonnes conditions bien évidemment. Alors quand on s'intéresse aux filigranes, si vous voulez pousser des recherches un peu plus approfondies, il existe un ouvrage qui est un peu une bible en tout cas pour les marchands de dessin, qui est très important, qui s'appelle le Briquet, et qui est en 4 volumes, où donc c'est Monsieur Briquet qui au début du XXe siècle a répertorié, alors j'ai oublié combien il y en a, mais il y a plusieurs dizaines de milliers de filigranes, et qui sont répertoriés selon la forme, l'objet ou le nom du filigrane. Donc si vous allez par exemple à un des plus courants, c'est fleur de lys. Si vous allez à fleur de lys, vous avez des milliers de fleurs de lys différentes. Et il va vous donner la taille du filigrane avec à côté un calque du filigrane qu'il a observé sur un livre publié en, par exemple, 1647 à Paris. Donc vous avez comme ça des dizaines de milliers de filigranes qui sont représentés, situés et datés. Donc si vous avez un dessin qui comporte le même, si vous arrivez à trouver, parce que c'est rare de trouver exactement le même, quand on se rend compte qu'il y en a tellement, finalement on a rarement exactement le même. Mais si vous arrivez à retrouver le même filigrane que votre papier, vous savez que le papier sur lequel votre dessin a été exécuté a été fabriqué à Paris en 1645, enfin, en fonction du livre qui a été imprimé. Donc, le filigrane et l'étude du papier, c'est un vrai plus dans l'expertise et l'analyse des dessins. Voilà, donc le papier, c'est quelque chose de vraiment primordial et qu'il faut appréhender de manière dans le réel. C'est-à-dire que c'est aussi, on apprend à connaître le papier en touchant les dessins. C'est-à-dire que le fait de les voir encadrés, ça permet de les voir sans les abîmer. Mais si on doit
bien analyser les dessins, il faut toujours les voir décadrés. Parce qu'on voit à la fois déjà mieux toute la matière qui est sur le papier, et en plus ça permet de voir le filigrane, s'il y en a un. Alors c'est pas toujours le cas parce que parfois les dessins, ils ont été montés, ils sont sur des grands montages anciens, et quand ils sont doublés sur des montages anciens, on ne peut pas voir le papier en transparence, puisqu'il y a un papier sur lequel il est doublé. Mais quand ils ne sont pas doublés, on peut, rien que le fait de prendre les papiers ont une certaine comme un bruit un petit peu. Si vous prenez une feuille de papier glacé et une feuille de papier normal, ça n'a pas la même texture à la main, ou c'est quelque chose qu'on ressent, le dégrammage, le côté souple, plus ou moins, de papier. Donc, ce qui est important, c'est de manipuler les dessins eux-mêmes. Il faut essayer d'éviter d'avoir une tasse à café sur la table, voilà, il faut prendre des précautions. Mais c'est quand même toujours important de rester en contact avec l'objet. Donc là, le dessin, en l'occurrence, parce que le papier fournit une certaine contact physique du papier, c'est parfois difficile à expliquer, mais il y a parfois, on vous apporte un dessin, vous le décadrez, vous le prenez en main et vous ne le sentez pas parce qu'il y a quelque chose qui cloche avec le papier. Vous sentez qu'il y a une inadéquation entre l'œuvre qui est représentée et le support sur lequel elle est représentée. Et ce rapport avec le dessin n'est possible que si on en manipule et si on en regarde régulièrement. Et c'est important parce que c'est comme ça qu'on a aussi un vrai rapport par rapport au moment où le dessin a été produit. Ce qui est très important, c'est que la plupart des personnes qui s'intéressent au dessin, par exemple, en tout cas, si on prend en compte les collectionneurs de dessin et les amateurs de dessin, ce qu'ils vont la plupart du temps rechercher dans les dessins, c'est le moment où l'artiste va choisir telle option plutôt que telle autre. Le moment où l'artiste va avoir l'idée de sa composition. Le moment où il va la changer. Tous ces moments de création peuvent parfois se voir sur le dessin. Et c'est vraiment cet attrait pour le moment créateur qui est lié au dessin, qui attire beaucoup de collectionneurs et d'amateurs. Et on le ressent d'autant plus quand on peut presque, comme l'artiste quand il l'a fait, avoir le dessin en main, le manipuler et dans certains cas, presque le voir dessiner. Il y a certains dessins, parfois, notamment les dessins, vous verrez, à la plume ou au crayon, qui peuvent être exécutés de manière très rapide, très fluide, et pour certains d'entre eux, on a presque l'impression de voir le sens dans lequel le dessin a été exécuté. On sent qu'il a commencé par la figure de gauche qui s'est décalée vers la droite, inversement, qu'il a travaillé d'un côté, qu'il est revenu, on voit les pierres noires qui se superposent. Donc, toutes ces subtilités, parce qu'elles sont, c'est souvent assez vague comme changement, ne sont visibles que quand on a vraiment la feuille entre les mains. Donc le papier, c'est vraiment une donnée primordiale. Est-ce que vous avez des questions juste sur le papier? Parce que c'est plus simple à mon avis d'en parler maintenant. Si vous avez quelque chose qui vous tracasse, plutôt que d'attendre la fin et d'avoir oublié ce qui vous tracassait. Non? C'est bon. Alors le venin, oui, alors le venin, alors c'est pas du papier, c'est de la peau, donc d'animal. Souvent c'est des panses d'animaux, de veaux, d'agneaux, et qui après sont tendues la plupart du temps pour qu'elles aient un aspect lisse.
Et effectivement, les vélins ont été très utilisés en Europe quand le papier était rare et cher. Donc c'était principalement jusqu'à la Renaissance, on va dire jusqu'à la fin du XVe siècle. Notamment pour tout ce qui était papier, dessin préparé. Ensuite, les vélins ont été utilisés jusqu'au XVIIIe siècle pour tout ce qui était gouache. C'est-à-dire que les gouaches, par exemple les gouaches de Louis Moreau au XVIIIe siècle, sont très souvent exécutées sur vélin. Le vélin conserve et donne conserve bien la gouache et donne aux couleurs beaucoup d'éclat. Donc c'est vrai que vous avez beaucoup de gouachistes, par exemple quelqu'un comme Giulio Plovio, Giovanni Battista Castello en Italie ou Louis Moreau au XVIIIe en France, ont la plupart du temps exécuté leur gouache sur vélin. Mais c'est un support qui devient en fait avec le temps beaucoup plus marginal que le papier. Mais alors on parle de dessin, mais c'est un peu à la frontière quand on est sur vélin. Parce que le vélin, c'est pas vraiment du papier. Enfin, c'est pas du tout la même origine et la même méthode de fabrication. Quel type de bois est utilisé? Alors en Chine, ils utilisaient c'était du bambou, je crois. En Europe, je ne peux pas vous le dire. Le but étant de le rendre le plus mou possible pour en faire de la pâte. Donc c'était peut-être plus facile de prendre du pain que du chêne, mais alors j'en ai aucune idée. Je ne suis pas très spécialiste dans la matière. Donc si on s'intéresse, une fois qu'on a bien en tête le papier, on peut s'intéresser aux différentes techniques qui sont celles dont les artistes vont utiliser pour la production de leurs dessins. Une des techniques les plus répandues, c'est l'utilisation d'un crayon. Donc, souvent, c'est une pierre qui est ou séchée ou pas et qui est ensuite taillée pour être utilisée plus facilement. Celle qui est le plus utilisée dans le dessin, c'est ce qu'on appelle la pierre noire. De manière générale, c'est presque même la technique qu'on associe le plus à un dessin de manière instinctive. On dit un dessin, la première chose à laquelle on pense, c'est un croquis à la pierre noire, au crayon noir. Parce que c'est effectivement la plupart du temps ce qu'on a sous la main quand on veut dessiner quelque chose. C'était vrai au XVe siècle et ça l'est encore aujourd'hui. Quand les artistes commencent leur dessin, ce qu'il faut garder en tête, c'est que dans le dessin, le papier, qui est important, le papier est la source de la lumière dans l'œuvre. C'est-à-dire qu'il y a un retournement de logique par rapport à une peinture. Dans la peinture, l'artiste peint et rajoute la lumière et la diffuse dans sa composition. Et quand un artiste attaque un dessin sur papier, il faut qu'il garde en tête le fait que la lumière, elle viendra du papier. Donc il va falloir qu'il dessine en laissant en réserve un nombre plus ou moins important de la feuille en fonction de la lumière qu'il va vouloir désirer pour sa figure. Donc, par exemple, si là vous avez un dessin à la pierre noire d'un artiste italien du XVIIe, et on voit que la manière dont il va utiliser la pierre noire sera faite de telle sorte que les zones de réserve
seront celles, donc les plus lumineuses, celles qui sont le plus vers nous. Et les zones qui sont les plus accentuées à la pierre noire sont les zones où il y a des creux pour donner le plus possible une illusion de 3 dimensions. Alors là, par exemple, on voit très bien la manière dont il utilise la pierre noire. Donc il travaille de manière assez légère, on le voit dans les draperies, sur le torse. Par contre, dès qu'il a besoin de donner du volume et de rendre compte du bras, du genou ou même au niveau du visage, il va accentuer la pierre noire sur les contours pour donner une impression de profondeur. Et donc tous les dessins, là c'est vrai avec la pierre noire, mais tous les dessins vont systématiquement être effectués avec cette exigence de conserver la réserve la plus lumineuse possible, parce que plus elle sera lumineuse, plus le dessin aura d'éclat. Donc, quand on parlait du papier tout à l'heure, ce qui est important aujourd'hui, c'est que comme la réserve et la lumière du papier est un élément fondamental dans la manière dont on apprécie les dessins aujourd'hui, les conserver en bon état est un impératif. Si vous avez un dessin comme celui-là, comme le dessin de Duchamp, qui est par exemple complètement insolé, et donc qui devient complètement marron, vous aurez une figure sans aucun relief, parce que toute la lumière sera éteinte par le fait que le papier soit devenu marron. Donc le conserver en bon état, c'est important parce que déjà, on préfère avoir des œuvres d'art en bon état plutôt que abîmées, mais surtout, la jouissance même de l'œuvre, de la lumière, de la composition, va être complètement différente en fonction de l'état du papier. Entre un papier marron et un papier blanc, si l'artiste à l'origine a dessiné sur un papier blanc, la lumière aura quasiment disparu sur le dessin si le papier est devenu marron. Donc c'est important aussi de voir le papier comme un élément à préserver avec beaucoup d'attention, parce qu'il va déterminer une grande partie de la qualité aujourd'hui du dessin par rapport à ce qu'il a été à l'origine. Il y a dans les pierres, alors c'est pas vraiment une pierre parce que c'est plutôt du bois, mais ça s'apparente à la pierre noire de par la technique et de par la façon de dessiner, c'est le fusain. C'est comme l'artiste, quand il va dessiner au fusain, va dessiner exactement de la même manière que la pierre noire. Il va utiliser les réserves du papier. Donc là, par exemple, vous avez un dessin au fusain de Léon l'Ermite, qui est un intérieur de chaumière, enfin de fer. Et ce qui est très frappant, c'est la manière dont il va justement laisser beaucoup de réserves, ou pas, pour donner de l'importance à ces figures dans la scène. Si vous prenez par exemple le personnage qui est au premier plan, donc là, qui est en train de coudre ou de fumer, il a... C'est vrai qu'on ne voit pas, je pense que vous ne voyez pas très bien toutes les nuances, mais c'est comme ça. Il a travaillé vraiment noir toute la draperie et toute la figure, et il a gardé un trait de lumière qui fait tout le contour de la figure pour qu'elle se découpe vraiment de la suite de la composition derrière. Et de la même manière, la lumière dans la lanterne, qui après va se répandre dans la scène, tout ce qui est blanc, c'est uniquement de la réserve. Donc dès le début, dès qu'il attaque sa composition, il va souvent commencer par un premier jet de contour pour savoir où laisser les zones de lumière, pour ensuite renforcer les noirs et faire ressortir les éléments. Alors ce qui est très joli, c'est si vous voyez par exemple au-dessus de la cheminée,
Là, il y a une petite cruche avec un cadre qui tombe un petit peu derrière. Et le fait qu'il y ait la cruche blanche sur le linteau, ça crée le volume du linteau avec le mur qui est derrière. Donc tout l'agencement des éléments vont donner, en plus de la composition qui est un peu fuyante derrière la lanterne, tous ces éléments donnent une réalité à l'espace dans lequel la scène se passe. Alors le fusain, ce qui est très beau avec un fusain, c'est que la matière, le noir du fusain, est très profond. La pierre noire, c'est un peu gris, enfin c'est un petit peu gris. Le fusain, c'est noir, c'est vraiment complètement noir. Et ce qui est très important pour les fusains, c'est que justement ce noir reste poudreux et en bon état. Alors comme c'est très fragile, il faut toujours faire attention à la manière dont on les manipule et dont on les conserve. Parce que la matière est peut en fait tomber du dessin et on peut se retrouver avec comme un fantôme de l'œuvre telle qu'elle avait été conçue à l'origine. Mais c'est des dessins, quand ils sont encore en bon état, qui gardent un pouvoir de contraste et dans les compositions vraiment très très fort. Alors de manière générale, c'est un peu comme les pastels, ils sont fixés, donc tout va dépendre de la manière dont le fixatif est apposé sur l'œuvre pour sa conservation. Alors la troisième des techniques on va dire en noir, qui est le graphite. Juste pendant assez longtemps, on a appelé cette technique la mine de plomb. Le graphite a été en fait confondu avec ce qu'on appelait les mines de plomb. La confusion, elle est née du fait que le graphite brille. Quand vous avez un dessin au graphite et que vous le regardez à la lumière rasante, que vous regardez un petit peu avec la lumière qui arrive sur le côté, vous voyez que le graphite, il a comme des étoiles à l'intérieur, donc il réfléchit la lumière. Et cette réflexion a fait penser à une technique de la Renaissance qui s'appelle les pointes d'argent, les pointes de plomb, qui était une technique, voilà, les pointes de métal, donc d'argent, de plomb principalement, qui était une technique très particulière où le crayon, enfin c'est pas vraiment un crayon, le papier était préparé par l'artiste avec une solution chimique qui était sa propre, chaque artiste avait sa propre recette, et ensuite il passait une pointe d'argent ou de plomb sur le papier, et une oxydation apparaissait là où la pointe appuyait sur la préparation. Donc ce qui est assez fascinant avec ces dessins, alors c'est vraiment une technique de la pré-Renaissance, tout début Renaissance, hein. C'est vraiment 14e jusqu'en 1500, 1510, mais après c'est une technique qui disparaît quasiment complètement. Et ce qui est fascinant avec ces dessins, alors le problème c'est qu'on n'en voit pas, enfin en tout cas on voit très très peu sur le marché, on en voit dans les expositions, vous allez dans les musées, là vous pouvez en voir, mais c'est très très rare. Et donc ce qui est fascinant avec ces dessins, c'est que vous avez à la fois une impression de dessin au crayon, parce que ça laisse quand même, l'oxydation laisse une trace comme si ça avait été dessiné au crayon, mais en même temps, la trace, au lieu d'être en relief vers nous, elle est en creux dans le papier. Et ça crée une impression presque un peu surréaliste.
dessin. On voit qu'il est là, mais en même temps, on ne comprend pas très bien comment il a été posé sur la feuille. Et la plupart du temps, donc comme les papiers sont préparés, donc là vous avez la photo d'un papier qui était préparé en couleur on va dire grise. Le papier étant préparé, l'artiste ne peut pas se servir du blanc du papier pour la réserve et pour la lumière. Parce que le papier n'est plus blanc, donc il se retrouve bloqué. Et à ce moment-là, pour avoir de la lumière, il va rajouter du blanc pour justement créer l'impression de lumière. Donc là, on voit bien, par exemple, c'est dans l'étude de draperie, que les zones en creux sont là où il a eu le plus utilisé la pointe, et les zones qui sont les plus hautes, soit les plus proches de nous, soit les plus hautes, sont celles sur lesquelles il a mis du blanc pour justement renforcer et mettre la lumière là où il avait besoin de créer du volume. Donc ça, c'est une technique très particulière qu'on voit presque, malheureusement presque jamais. Et donc, comme il y a un côté brillant dans l'oxydation de la pointe de métal, les dessins au graphite ont été appelés, même on continue à faire l'erreur, mine de plomb alors qu'il n'y a pas de plomb. Voilà. C'est une erreur de langage, mais qui continue à être faite par tout le monde. Hein, mais parce qu'on n'est pas, on a le côté un peu brillant des pointes d'argent, mais il n'y a pas de tout. Donc c'est des graphites. Et les graphites ont l'avantage d'être assez facile à manipuler et surtout d'être assez solides, hein, une fois qu'ils sont sur le papier. C'est un peu comme la pierre noire, ça tient assez bien sur le support. Et donc après, l'autre crayon qui est aussi assez souvent associé au dessin, donc c'est la sanguine. Donc, je pense que vous avez déjà, quand on s'intéresse au dessin, on a déjà vu des sanguines. Donc c'est une pierre rouge, de couleur sang, et qui a été beaucoup utilisée au XVIe siècle par les Italiens. Et ensuite, qui a connu un petit peu son âge d'or, on va dire, au XVIIIe siècle par les artistes français, notamment Boucher, Fragonard, etc. Donc, ce qui est là sur la photo, donc c'est un dessin de Léonard qui a utilisé cette technique aussi, comme Raphaël, Pontormo, toute l'école florentine. C'est une technique, une matière qui a été très appréciée par les artistes au XVIe siècle en Italie. Et ce qui est assez fascinant là dans le dessin de Léonard, c'est justement la manière dont il va utiliser la réserve pour suggérer un buste, un casque, sans les dessiner. Et c'est la grande force des grands dessinateurs, c'est d'être capable de suggérer énormément avec peu de choses. Et là, il y a juste un très léger trait de sanguine qui fait le tour de la tête. Et pourtant, avec la force du visage et la manière dont il l'a découpé, on fait nous-mêmes, on projette nous-mêmes la tête et on donne du volume à tout un morceau de papier blanc qui prend vraiment une force et une présence. C'est aussi lié au fait que quand il attaque à chaque fois la partie de la réserve, il renforce la sanguine pour justement, on voit bien dans la nuque, hein, il renforce la sanguine dans la nuque
pour qu'il nous aide quand même à nous lancer dans la projection verticale. Alors vous pouvez remarquer, c'est une caractéristique qui permet de découvrir ou pas si votre dessin peut être de Léonard ou pas, c'est que l'artiste est gaucher et donc dessine comme un gaucher. De manière générale, les artistes sont droitiers, il y a quelques gauchers célèbres, donc par exemple Val Guerchin est droitier. Donc on voit bien que la manière dont il va utiliser le crayon, la pierre noire, pour les ombrages, il va dessiner comme, enfin, en tout cas moi je suis droitier, naturellement je dessine, je fais des ombrages comme ça. Je l'ai fait dans ce sens-là, dans le même sens que la pierre noire. Un gaucher, naturellement, il va faire les ombrages dans l'autre sens. Donc vous vous trouvez avec un dessin dont la technique est inversée. Vous avez je ne sais pas si ça vous parle ou pas, mais si on regarde les ombrages, ici, l'artiste dessine dans le sens comme ça, le droitier, et ici on passe sur l'autre. Si vous regardez par exemple à la base du cou, il dessine comme ça. Un droitier ne va pas aller, il l'aurait fait comme ça. Donc de manière générale, les dessins qui sont, on va dire, dans le sens d'un gaucher, sont presque plus facilement identifiables que ceux qui sont dans le sens d'un droitier, parce qu'il y a très peu d'artistes qui sont identifiés comme étant gauchers. Donc si vous avez un dessin et que vous êtes sûr que c'est un dessin de gaucher, vous pouvez le savoir. Enfin, vous pouvez savoir. Il y a beaucoup d'autres problématiques, mais vous pouvez en déduire que c'est un dessin de, par exemple là, Léonard, ou au 18e, il y a Fuseli qui est gaucher, au 19e, il y a Granville qui est gaucher, au 17e, il y a Mignard d'Avignon qui est gaucher. Donc voilà, il y a, chaque fois, dans chaque période, il y a un ou deux artistes gauchers. Donc si vous savez que vous avez un dessin de cette époque-là et que c'est un dessin d'un gaucher, ça réduit très rapidement le nombre de candidats potentiels pour être l'auteur du dessin. Alors la seule petite chose à laquelle il faut faire attention, c'est qu'il ne faut pas que le dessin soit une contre-épreuve. Parce que si vous avez la contre-épreuve d'un dessin, forcément, il est en sens inverse du dessin. Donc là, par exemple, vous avez une contre-épreuve. Voilà, là vous avez une contre-épreuve de sanguine. Donc on voit que les hachures, effectivement, sont dans le sens d'un artiste qui serait gaucher. Mais en fait, c'est tout simplement que c'est l'épreuve d'un dessin de droitier sur un papier. Le principe de la contre-épreuve. Vous avez un dessin, qui est comme ça. Prenez une autre feuille. Prenez une autre feuille, vous l'humidifiez légèrement. Vous la mettez dessus, vous la pressez. Et quand vous la décollez, vous avez le même dessin, mais en sens inverse. Et donc il y a énormément, au 18e, il y a quasiment autant de sanguines que de contre-épreuves de sanguines. C'est une technique qui a été utilisée par les artistes pour inverser leur composition et renouveler tout un système de figures. Donc la plupart du temps, en tout cas des artistes comme Robert faisaient au moins une, voire deux contre-épreuves de quasiment tous ses dessins. Fragonard a fait beaucoup de contre-épreuves. Ça, c'est une contre-épreuve d'un artiste qui s'appelle Trinquès. Donc c'était une technique très utilisée et qui était pour inverser les compositions. Il y a par exemple beaucoup de tableaux de Robert dont la composition est issue d'une contre-épreuve et pas d'un dessin. C'est-à-dire qu'il était devant un paysage, il faisait un dessin, il en faisait une contre-épreuve, il retravaillait sa contre-épreuve et la composition du tableau final est issue de la contre-épreuve et non pas du dessin original, enfin de la sanguine originale. Donc c'était vraiment une technique utilisée parce qu'elle
facilitait le dédoublement avec des variantes. Voilà, ça permettait d'inverser une composition. Ce qui est compliqué, c'est que parfois elles sont retravaillées, parce qu'il y a une énorme différence en termes de prix entre une sanguine et une contre-épreuve. Donc il faut savoir si quand vous l'achetez, par exemple, vous achetez une sanguine ou une contre-épreuve de sanguine. Par exemple, pour Hubert Robert, une contre-épreuve de sanguine, ça vaut 500 €, et la sanguine va valoir autour de 20 000 €. Donc il vaut mieux être sûr d'acheter dans le bon sens que dans le mauvais sens. Si vous achetez une contre-épreuve et que c'est une sanguine, vous faites une bonne affaire. Si vous achetez une sanguine et que c'est une contre-épreuve, vous faites une mauvaise affaire. Donc il vaut mieux le savoir avant. Il vaut mieux faire attention. Et il y a toujours avec la contre-épreuve, il y a toujours un sens. Tous ces artistes-là étaient droitiers. Donc si vous voyez que c'est un dessin qui est dans le sens d'un gaucher, ça doit vous mettre la puce à l'oreille quand même. Et puis il y a aussi quand même quelque chose d'important, c'est que quand on fait cette pression, même si on humidifie un peu le papier quand on presse sur le dessin original, il va ressortir une contre-épreuve, mais qui va rester quand même beaucoup plus pâle que l'original, beaucoup plus égal surtout. Donc la contre-épreuve a toujours un côté un peu photographique, elle a toujours un côté un peu égal. On a l'impression que la sanguine a été apposée de manière uniforme, ce qui n'est jamais le cas dans une sanguine originale, mais ce qui arrive souvent en fait avec les contre-épreuves. Donc il faut bien faire attention au sens dans lequel le dessin est fait. Là, je trouve que on voit que c'est un dessin de gaucher. Non, ça vous parle pas? Non. En tout cas, c'est important pour éviter de faire de confondre les sanguines et les contre-épreuves. Alors, quand le crayon est utilisé, que ce soit la pierre noire ou la sanguine, il est assez souvent associé à de la craie blanche, et notamment dès que les papiers sont teintés. Ce qu'on a vu tout à l'heure avec les pointes de métal sur les papiers préparés. Quand le papier est teinté, donc là, qu'il soit marron, bleu ou parfois d'autres couleurs plus rares, principalement marron et bleu, quand les papiers sont teintés, l'artiste n'a pas à sa disposition une réserve de lumière dans le papier. Donc il va être obligé de la rajouter. Et pour la rajouter, avec la pierre noire ou la sanguine, la plupart du temps, il va utiliser la craie, qui va lui permettre justement de renforcer les différents effets de lumière qu'il veut dans son dessin. Donc soit ça peut être par exemple sur une draperie, comme on a vu tout à l'heure, un artiste comme Lebrun par exemple, la sanguine va souvent mettre un peu de blanc pour renforcer le côté très graphique des draperies. Là c'est un paysage de Valenciennes, un artiste de la fin 18e, début 19e. Et on voit qu'il utilise vraiment la craie, par exemple juste au pied de l'arbre, il met un tout petit trait de craie au-dessus de noir, comme ça, il donne une assise assez forte à l'arc. Il renforce, en mettant du blanc, il renforce le contrepoint du noir qui est au premier plan. Et alors quand vous mélangez la pierre noire, la sanguine et la craie, vous avez une technique qu'on appelle le 3 crayons, et qui est une technique particulièrement utilisée au 18e en France, et dont le maître, le plus grand, le maître absolu est Watteau, qui est celui qui a le plus peut-être utilisé, mais en tout cas maîtrisé cette technique, où il mélange les crayons
la pierre noire, la somie. On voit la feuille, c'est en plus c'est une de ses plus belles feuilles, hein, qui est on appelle ça des feuilles d'études de tête, qui est conservée au Louvre. Et ce qui est assez fantastique, c'est que déjà, on voit bien le fait qu'elle soit en bon état donne toute sa force à chaque tête. Chaque tête a son propre volume, chaque visage a sa propre expression. Et même si elles sont parfois collées les unes aux autres, elles se dissocient très bien les unes des autres. Hein, on voit très bien, par exemple, les deux têtes, la tête de jeune homme et la tête de femme qui sont au premier plan, elles sont l'une sur l'autre, et pourtant on les dissocie complètement. Et il fait ça en renforçant, hein, il a une technique, la manière dont il met les accents est toujours au niveau du nez, de la bouche et des mentons. Il met des petits accents en virgule qui permettent de donner un volume assez incroyable à ces figures. Alors, le pendant de tout ce qui est crayon, c'est tout ce qui est à l'eau, donc à la plume. En fonction des plumes, l'artiste peut plus ou moins dessiner de manière souple. Hein, il y a des plumes qui vont être... on peut assez facilement se représenter. Si vous avez une plume, par exemple quand vous écrivez avec ça se fait plus trop, ça se fait encore un peu, quand vous écrivez avec un stylo à plume, si ça fait longtemps que vous n'en avez pas servi, la plume elle est un peu encrassée, il reste de l'encre dedans. Ben, quand on écrit, ça accroche le papier et on n'écrit pas très bien. Alors que si jamais elle est toute neuve, elle va être souple et vos lettres vont être beaucoup plus rondes. Ben, ça va être la même chose en fonction des plumes utilisées. Donc il y a deux plumes principales. Hein. Il y a les plumes de roseau, qui sont des plumes donc, naturelles, des plumes végétales pardon, qui elles sont assez dures à manipuler, mais qui fournissent un ancrage assez riche et généreux. Donc ça, c'est des plumes qui ont été utilisées par Rembrandt et pour son école, principalement. Donc ça donne des dessins un peu heurtés. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des dessins de Rembrandt, c'est assez heurté, mais c'est souvent très contrasté et les traits d'encre sont très larges et très puissants. Par contre, l'autre type de plumes, c'est les plumes d'oiseaux, d'oies, et elles ont l'avantage d'être très souples, et donc de permettre un dessin beaucoup plus délié dans la manière dont l'artiste va pouvoir entourer ses formes. Là, par exemple, il y a un dessin du 16e italien, un artiste qui s'appelle Campanella, et on voit bien justement la manière dont il va utiliser sa plume souple pour travailler les ombrages, notamment dans l'étendard qu'il porte et qu'on a presque l'impression de voir flotter au vent. Alors les encres, parce qu'il y a la plume qui a son importance, qui détermine plus ou moins l'utilisation qu'on peut en avoir, en fonction qu'elle soit souple ou rigide. Et après il y a l'encre et sa teneur en marron si on parle de l'encre brune, ou noir si on parle de l'encre de Chine. Et il y a des encres qui sont très dures et très fortes, qui permettent des dessins avec des contrastes très importants, et qui sont des encres ferrogalliques, donc qui sont avec un mélange, en général avec du fer et de la noix de Galles, et ça fait des encres très sombres, donc très belles, mais par contre elles ont un inconvénient, ces encres ferrogalliques, c'est qu'elles ont un pouvoir de nuisance par rapport au papier.
parce qu'elles ont tendance à manger le papier. Notamment, alors là par exemple, c'est un dessin de Victor Hugo, mais c'était aussi le cas pour Guerchin, donc toute une série d'artistes qui ont utilisé cette encre, alors qui est très belle, qui donne des dessins avec des contrastes vraiment très saisissants, mais qui en même temps rendent le dessin très fragile parce que l'encre va attaquer le support même, et parfois il y a des parties du dessin, des parties du papier qui sont en fait mangées par l'encre et donc qui disparaissent littéralement, qui tombent, et vous vous retrouvez avec un dessin et vous avez un gros trou au milieu parce que le problème c'est que souvent donc l'encre mange le papier, donc la zone la plus fragile ça va être la zone où il y a le plus d'encre. La zone où il y a le plus d'encre, c'est là où l'artiste a le plus gratté avec la plume. Donc plus il gratte avec la plume, plus il fragilise le papier, et donc plus l'encre qui rentre dans le papier va le manger, et donc c'est malheureusement souvent dans les zones assez fortes et assez importantes que les morceaux vont tomber. Par exemple, Delacroix, il a fait pas mal d'études de chevaux à la plume, avec cette encre-là, et malheureusement, de temps en temps, la tête a disparu. Parce qu'il a tourné autour de la tête pour bien la mettre en place, et sauf que le papier est tombé parce que l'encre a mangé les contours, et donc après il y a un trou qui s'est créé. Donc c'est des encres qui sont très, très puissantes, mais assez néfastes pour le dessin lui-même, pour sa conservation dans le futur. Alors je crois qu'il faut qu'on aille assez vite. Si dans tout ce qui est liquide, il y a un terme qu'on utilise souvent quand on décrit les dessins, que vous avez peut-être déjà lu, quand on décrit un dessin dans un catalogue de vente, ou vous allez à une expo, et puis c'est décrit, et il y a marqué « plume et la vie ». Le lavis, c'est ni plus ni moins qu'une aquarelle monochrome, on va dire. Donc c'est uniquement le travail de la lumière à travers une aquarelle, mais monochrome. Donc il est souvent en brun ou gris, s'il est fait avec l'origine. Il y a parfois des lavis de sanguine. Certains artistes comme Gillot, 18e, vont utiliser des lavis rouges. Et donc là, on voit très bien, ça c'est un dessin de Parmesan, on voit très bien la manière dont il utilise le lavis pour justement travailler la lumière, notamment avec l'arrivée de la lumière derrière la croix, qui est là, pour le coup, c'est la réserve du papier. Il n'y a pas de gouache, il n'y a pas de blanc, il y a toute la lumière du dessin, c'est la réserve du papier. Que ce soit au niveau de la jambe, au niveau de la lumière qui est derrière la croix, même du visage. Ce qui est assez beau aussi, c'est le raccourci avec le coude et l'avant-bras, où il a juste laissé le haut de l'avant-bras en réserve, et qui donne cette impression du bras qui est au-dessus de la croix. Donc ce qui se rapproche très fort du lavis, c'est l'aquarelle, puisque c'est le même principe, d'utiliser le papier en réserve. Là on voit très bien, par exemple dans les nuages, la manière dont il va juste laisser une partie libre pour ensuite très légèrement, puis plus fortement, mettre de la couleur, et comme ça créer des profondeurs dans un sens ou dans l'autre. Alors, la gouache, même si ça ressemble à l'aquarelle, c'est en fait l'opposé. C'est-à-dire que l'aquarelle, tout est fait en réserve, en transparence, même dans les personnages, dans les bateaux, toute la composition, toute la profondeur va se faire en transparence de la matière de l'aquarelle, alors que la gouache, tout est peint. Il n'y a pas de réserve. Donc tout est en volume, en matière. La gouache, c'est presque, techniquement, finalement, la gouache, c'est plus proche d'un tableau que d'un dessin. C'est fait sur papier, mais
souvent, là par exemple, c'est une gouache, mais elle est faite celle-là, elle est faite sur vélin. C'est une technique, on va dire, c'est d'un point de vue technique pur, ça se rapproche plus d'une technique de peintre que d'une technique de dessinateur. Parce qu'il n'y a pas toute cette logique et utilisation du papier qu'on peut avoir dans l'aquarelle ou dans toutes les autres techniques du dessin, sur les crayons, les plumes, les lavis, qu'on n'a pas avec la gouache, puisque la gouache, tout est peint. Tous les blancs sont rajoutés. On n'a pas du tout de réserve dans les gouaches. Et c'est la même chose au pastel. Le pastel, tout est mis sur le papier, toutes les couleurs, toute la lumière, tous les blancs sont rajoutés sur le papier. Et au 18e, on disait souvent peindre à la gouache et peindre au pastel. On considérait, dans pas mal de livrets de salon du 18e, il y a des portraits au pastel qui sont décrits comme étant peints au pastel. Parce que c'est vrai qu'en termes de technique pure, et même de manière de se préparer à l'œuvre, on ne se prépare pas de la même manière quand on fait une gouache que quand on fait une aquarelle. Et le pastel, de ce point de vue-là, est assez proche de la gouache, même si après la matière est complètement différente. La matière d'un pastel, c'est un peu comme... ça fait un peu penser au fusain. Il faut un pastel pour que ce soit beau, il faut qu'il soit poudreux, coloré et éclatant. Alors là, celui-là est particulièrement éclatant, mais c'est très important. Alors c'est possible, quand ils ont été bien fixés par les artistes, c'est possible d'avoir aujourd'hui, par exemple, des pastels du 18e encore très très éclatants. Latour était connu pour ses portraits au pastel, en partie parce qu'il avait une technique de fixatif qui était la sienne et qu'il n'a jamais partagée, mais qui lui permettait d'utiliser les pastels qui ont des couleurs beaucoup plus fortes que l'huile, et en même temps de les fixer, mais sans les écraser. Parce que si vous mettez trop de fixatif, vous écrasez la matière, et à ce moment-là, ça a un côté lisse, qui n'est pas du tout ce qu'on recherche. Si vous en mettez pas assez, la matière, elle peut tomber. Donc c'est tout un dosage assez délicat de mettre assez de fixatif, mais pas trop, pour justement avoir un pastel qui tienne, mais qui ne soit pas écrasé. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, il y a deux ou trois petits termes si vous... L'estompe, qui est une technique qui permet d'égaliser notamment la pierre noire, de rendre plus souple les variations en noir dans les volumes. On a vu la mise au carreau, qui est quand vous avez un dessin qui est préparatoire à une œuvre, sert en général à l'atelier à préparer le fond de la fresque ou de la composition. Ça les aide pour le report. Il y a aussi le stylet. C'est ce qui permet en général aux graveurs de prendre un dessin et d'en faire une reproduction à la gravure. Donc là, vous avez un exemple, un dessin de Denis Calvert, un artiste flamand, italien, au Lavis. Donc vous avez le dessin qui est préparatoire, qui est en haut, et en bas, vous avez la gravure qui a été exécutée d'après le dessin. Donc le dessin est passé au stylet, en général sur la plaque. Donc ensuite, le graveur travaille la plaque. Donc quand il va tirer la gravure, de manière générale, la gravure, elle est en sens inverse du dessin. C'est pas le cas dans 100% des cas, mais 3 fois sur 4, quand vous avez un dessin qui est en relation avec une gravure, 3 fois sur 4, le dessin est inversé par rapport à la gravure. C'est pas une règle, c'est majoritaire,
Mais c'est pas parce que c'est dans le sens opposé que c'est forcément le dessin préparatoire à la gravure. Déjà, ça peut être une copie du dessin préparatoire, mais vous avez parfois un dessin et une gravure dans le même sens, et le dessin original qui a servi à faire la gravure. Même si la plupart du temps, c'est comme ça. Bon, voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions sur les différents aspects qu'on a vus aujourd'hui. Ou pas. Quand on compare un dessin avec une gravure, par exemple les gravures aux 3 crayons, on peut avoir un doute pour un néophyte. Les gravures, la manière de crayon. Oui. Ah bah, on la regarde bien. Honnêtement, sur une semaine, il ne se passe pas une semaine sans qu'on ne voit pas une gravure en manière de sanguine qui nous est apportée comme une sanguine. Ça arrive toutes les semaines. Vous avez l'œil. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend une gomme? Prendre une gomme, je sais pas la technique que je recommanderais pour faire la différence, même si elle est radicale. Parce que le problème, c'est que si jamais c'est un dessin, une fois qu'il c'est parti à la gomme, c'est parti. Non, la différence, enfin honnêtement, si la seule chose que je peux recommander dans ces cas-là, c'est d'essayer de les mettre, l'heure sur laquelle vous avez un doute, vous la mettez à côté d'une sanguine. Vous êtes sûr que vous avez une sanguine, par exemple, et vous avez un dessin, une gravure en manière de sanguine. Le dessin, il a toujours une matière qui reste présente sur le papier. Quand vous avez une sanguine ou une pierre noire, vous avez de la matière. Quand je dis qu'il y a de la matière, c'est que l'artiste, il avait un crayon et il s'en est servi pour appuyer sur le papier, donc ça laisse des traces. Vous avez une matière, vous avez si vous regardez à la loupe, vous avez du volume. Une gravure, il n'y a rien. Enfin, c'est de l'encre, c'est plat. C'est imprimé, c'est écrasé dans le papier. Alors, là où ça peut être compliqué, c'est que si un dessin a été très restauré, par exemple, il a été baigné pendant longtemps dans le cadre d'une restauration, le fait d'être baigné va faire que la sanguine va s'écraser, va pénétrer le papier, et vous pouvez vous retrouver parfois avec des dessins dont on voit presque plus la matière parce qu'ils ont été complètement écrasés par la restauration. Donc ça, effectivement, ça peut arriver d'avoir parfois un doute. Déjà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut le décadrer systématiquement, si jamais c'est encadré. Après, il faut bien regarder et se concentrer non pas sur l'image, mais essayer de se concentrer uniquement sur le côté matériel de la chose. Une sanguine, c'est en 3 dimensions, c'est de la matière qui est posée sur du papier, alors qu'une gravure, c'est quelque chose qui est imprimé. Et normalement, l'impression n'est pas la même. Après, c'est vrai que parfois, c'est très compliqué de faire la différence. Mais il faut en voir. C'est la seule chose que je peux. Plus on en voit, plus on en manipule, plus on arrive à faire la différence. Mais c'est effectivement pas toujours facile. Et ce fixatif existe depuis quand? Depuis le début, les fixatifs qu'ils utilisaient à partir du XVIe, c'était ils projetaient de l'eau à travers avec des pailles, avec des passoires, et comme ça projetait de l'eau. Ils essayaient d'éclater les gouttes d'eau pour qu'elles ne soient pas trop grosses, et ils fixaient déjà les pastels. Dès le XVIe, les pastels étaient fixés. Merci. On peut refixer un pastel? On peut refixer un pastel par une bombe? Vous pouvez demander à quelqu'un de le faire, moi je ne le ferai pas moi-même, hein, mais c'est quand même... c'est ce que je disais, un pastel, s'il est fixé de manière trop forte,
vous n'aurez plus la matière et donc vous n'aurez plus le... La vraie jouissance du pastel, c'est le côté poudreux de la matière. C'est l'éclat des couleurs. Si vous le fixez trop fort, vous allez le perdre. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Mais enfin, en tout cas, si j'ai des conseils à donner, c'est de ne pas restaurer soi-même les dessins et de ne pas fixer soi-même les pastels. Il y a des spécialistes qui font ça très bien. Et quand on... voilà, ça ne s'improvise pas. C'est plus dommageable qu'autre chose d'essayer de faire les choses soi-même quand il y a des vrais spécialistes qui font ça très bien. Et en France, on a des très très bons restaurateurs en papier. Donc il faut en profiter. Si vous avez besoin de coordonnées, vous pouvez appeler à la galerie, on vous donnera des coordonnées. Bon, bah écoutez, c'était juste Merci, et puis j'espère que vous continuerez dans la voie du dessin. Alors, il y a des catalogues que vous pouvez prendre, qui sont pour vous, qui vous montrent un peu une étendue des dessins qui sont du 16e aujourd'hui, dans toutes les techniques différentes, dans tous les pays différents. Et puis surtout, il faut aller en voir. Et puis après, éventuellement, si vous aimez vraiment ça, essayez d'en acheter. Il ne faut pas hésiter à pousser les portes pour aller les voir. Merci beaucoup de votre présence et je vous invite à venir nous rejoindre aux prochaines conférences de la Sienne. Bonsoir.